évidemment, bonjour à tous et merci. Merci à tous ceux qui sont présents ici, qui font acte de présence et d'amitié pour cet hommage à Carmen, qui est aussi, il faut bien le dire, un adieu commun. Alors, je pense que vous êtes comme moi tout à fait sensible à l'étrangeté de la chose. C'est se regrouper pour un hommage international suite à la disparition d'une collègue. Ça ne s'est jamais fait et jamais vu chez nous. Et il n'est d'ailleurs pas certain que ça se reproduise jamais. Cet hommage à Carmen n'entre pas dans notre automaton, celui de nos rencontres diverses. Il a un caractère absolument unique. C'est évidemment parce que Carmen était unique. Alors certes, uniques nous le sommes tous, n'est-ce pas? Des épars, des sorties, on connaît l'expression, mais Carmen devait bien avoir quelque chose de spécial pour que sa disparition produise ce que nous sommes en train de faire ici. Alors pour ma part, c'est très simple. Je me reconnaissais dans le rapport de Carmen à la psychanalyse. Avec elle, j'en voyais de la psychanalyse une dimension de courage aimable. Aimable, sans naïveté excessive et sans trop d'illusions non plus. Nous étions quelques-uns à avoir commencé notre vie analytique dans la même pouponnière, autour de Paris 8, à la toute fin des années 70, c'est-à-dire juste avant la dissolution de la maison mère. Une dissolution qui allait nous prendre par surprise et nous plonger, nous les tout jeunes, brutalement dans la prématuration. Encore bébé, il nous a fallu choisir parmi ceux que nous respections, que nous aimions aussi, et nous avons fait le même choix, Carmen, moi et d'autres. Ensuite, ensemble, nous avons construit un nouvel hospice pour notre désir, national puis international. Ensuite encore, il a fallu faire un nouveau choix, laisser derrière nous ce que nous avions contribué à construire, et nous avons encore une fois fait le même choix, au départ d'un nouveau collectif politique, l'International des forums dans lequel nous sommes. Hélas pour Carmen, il lui a fallu faire prématurément encore un autre choix, décider de se retirer du combat pour la psychanalyse parce que son combat pour sa survie ne lui permettait plus de le soutenir. Évidemment, le combat de 1981 pour la psychanalyse n'était pas le premier de notre vie. Auparavant, pour exprimer notre révolte, nous avions choisi la psychiatrie et le militantisme politique. Et Carmen, de façon beaucoup plus sérieuse que moi, puisque son engagement anti-franquiste l'avait conduite en prison, pas moins. Réfugiés à Paris, nous nous sommes donc retrouvés avec d'autres jeunes, français et pas français, dans ce que j'ai appelé la pouponnière. Dans le lot, Carmen, avec sa voix particulière, un peu rauque, son charme, son intelligence, Carmen exprimait son refus radical de toute oppression, y compris son refus de l'oppression de la facilité. Nous savions son intransigeance à l'occasion et le mal qu'elle se donnait pour soutenir et transmettre la psychanalyse. Elle a donc résolument et infatigablement inscrit son refus de l'oppression dans le discours analytique et en a fait le combat de sa vie. Alors si j'ai souligné dans ce combat d'une vie entière, si j'ai souligné les batailles décisives, c'est parce que l'histoire se répète. Qui croirait parmi nous que de telles batailles ne se représenteront pas à l'avenir? Nous savons seulement qu'elles se dérouleront sans Carmen, sans sa boussole, qui nous était si précieuse
pour mieux régler la nôtre. Quand et comment cela se passera-t-il? Que fera alors chacun de nous? Nous n'en savons évidemment rien. Mais il nous sera impossible de ne pas nous souvenir des choix qui auront été ceux de Carmen. J'utilise là un futur antérieur, cher à Bernard Nominé, qui va conclure ce moment exceptionnel d'aujourd'hui. Dans l'intervalle, nombre de ceux qui l'ont connue personnellement vont témoigner de la marque qu'elle a laissée en eux, une marque dont pourront prendre la mesure ceux qui ne l'ont pas connue et qui nous ont rejoints depuis. Donc, pour la première table, la première séance, je vais donc passer la parole à Jean-Jacques, qui sera suivi de Gabriel, puis de Maria Teresa et enfin de Luis Fernando. Je vous remercie et je passe tout de suite la parole à Jean-Jacques, s'il veut bien. Oui, ça va, mon micro est ouvert. Oui, voilà. Alors d'abord, je voudrais remercier Colette pour avoir organisé cet hommage à notre amie Carmen, avec qui j'ai eu, bon, comme nous tous, enfin, des échanges fréquents. Par exemple, dans le Collège du Sud-Est où elle a été invitée et où elle nous a appris beaucoup. À Barcelone, lors de notre rupture avec l'EPF, a été décidé et accepté, grâce à Laura Chacón, une invitation à Costa Rica pour un premier symposium international de psychanalyse avec les enfants l'année d'après, c'est-à-dire en 99. Il y avait aussi Bernard Nominé qui s'en souvient certainement. Mais je voudrais insister sur ce qu'elle a pu produire à cette occasion. Et la publication de ces journées à Costa Rica, peu exotique, voilà, en fait foi. Bien sûr, je vais donner un élément qui sans doute ne rend pas suffisamment compte de la rigueur du développement et de ses conséquences. J'espère qu'il suffira ici pour témoigner de ce qu'elle pouvait enseigner en maintenant le lien de la psychanalyse théorique et d'une lecture rigoureuse de Freud et de Lacan avec la clinique, bien loin de cette pensée unique qui, entre autres, néglige ce point. Bon, c'est une des raisons qui nous a fait quitter. Le débat ce jour-là était centré sur la névrose infantile, qu'il s'agissait de distinguer de la névrose chez l'enfant, aussi bien que de celle produite chez l'adulte. Son idée était que le symptôme ne pouvait chez l'enfant avoir la même fonction que chez l'adulte. Ça a l'air d'être une banalité, mais bon, je ne pense pas. Cette fonction du symptôme chez l'enfant devait être d'abord d'ouvrir la possibilité de la construction du fantasme. Elle précise l'importance de l'équivoque entre le suspens, suspense dans l'usage anglais, non sans angoisse, et la suspension qui maintient dans l'air le moment de conclure. Ici se jouera la prise de position sexuée. Elle prend toute sa force dans la distinction de la place du fantasme, dans l'hystérie ou l'obsession. Alors je ne regrette de ne pouvoir ici montrer, parce que je m'en tiens là, comment la clinique vient montrer la cohérence de cette construction, et je vous remercie de votre attention. Voilà, c'est très bref. Au micro, Marc. Oui, oui, merci Jean-Jacques. Est-ce que Gabriel est parmi nous? Oui, oui, bonjour. Gabriel, content de te voir. Salut. Quelle heure est-il chez vous? Salut Mag, salut à tous. Bon, je vais parler en espagnol s'il est possible parce Si, que si, c'est ma si, langue. seguro. Ok. Bueno, agradezco la invitación y el homenaje a una colega tan querida por nuestra comunidad. Eh, y debo decir que cuando Colette me invitó a participar, le dije que yo no he tenido tantas oportunidades de compartir el trabajo con Carmen
La conocí en los años 90 y ya muchas cosas estaban decididas. No tengo la misma historia que Marc o que Jean-Jacques respecto del vínculo con ella. Sin embargo, puedo recordar en los años 90 su protagonismo en las asambleas, su vivacidad, su estilo directo y personal en los debates, con una orientación clara, aunque siempre buscando un mejor modo de interrogar los problemas y de plantear salidas posibles para esos problemas. Más allá de lo que está documentado en nuestro libro negro sobre la crisis del 98, aquel momento histórico, un momento en que yo, como te decía, apenas la conocía en cuanto al trabajo, puedo testimoniar de su compromiso con la causa analítica desde lo que ha dejado como testimonio escrito de su praxis de la teoría. Un ejemplo, para mí bien conocido porque lo he estado trabajando, es el de la coherencia de dicha praxis con el pensamiento no único y no todo, en su libro La alteridad femenina, publicado, si no recuerdo mal, en 2002, donde Carmen no busca anular otras perspectivas sobre lo femenino, como se tiende a hacer, sino ofrecer un marco discursivo y ético en el que destaca la dimensión lógica del inconsciente, el deseo y el goce, proponiendo que la verdadera subversión no está en la igualdad con el hombre, sino en la afirmación de su radical e irreductible diferencia. ¿No? Que me parece que la verdadera subversión no está en la igualación de todos, sino en la afirmación de la radical e irreductible diferencia de lo femenino. Me parece una posición a sostener o en todo caso a debatir, que ella propone de un modo bien decidido en su estilo, a pesar de que ella misma cuenta en distintas experiencias de que cuando ella inicia su psicoanálisis, eh, no tenía tan clara qué era ser una mujer, ni tampoco la distinción entre histeria y feminidad, que luego con el análisis, el estudio y la clínica fue captando de una manera más precisa y la lleva a esa publicación. Otro ejemplo que encontré es el de su relación con el psicoanálisis en intención, en particular interrogando la función paradójica, complicada, del pasador en ocasión de integrar nuestro Colegio Internacional de la Garantía. Dejó constancia sobre el tema en 4 artículos sucesivos publicados en 2011 y 2012 en 3 números consecutivos de nuestra revista Bunch, número 11, 12 y 13. El primer artículo se llama La designación de pasadores, una apuesta orientada, donde comenta en detalle, junto con Mark Stross y otros colegas, aquella nota topológica, habría que decir, que Lacan dirigió en 1974 a quienes estaban en condiciones de designar pasadores. En el número siguiente, 2012, número 12, la apuesta publica un artículo que se llama La apuesta del AME y sus consecuencias, retomando en realidad el título de una mesa redonda. Para hacer valer el equívoco, apuesta del AME no es una sola cosa, es la apuesta del AME en la designación de un pasador, pero antes es la apuesta de la escuela en la designación del AME. El nombramiento, escribe, de una AME es una apuesta en la escuela del pase, ya que nada garantiza que ese AME se sienta concernido como analista en localizar si un analizante puede hacer un pasador, lograr un pasador. Nada garantiza que pueda estar animado por el deseo de participar en la experiencia del pase y nada garantiza que desee contribuir a la marcha de la escuela en las funciones
y tareas del CIG. Hemos discutido, quienes hemos participado del CIG o participamos actualmente, muchas veces sobre este punto de la ME. Ella toma una posición que me parece indicativa, orientativa, interesante en esta equivocidad en lo que se llamó en esa mesa redonda la apuesta de la ME y sus consecuencias. Es una apuesta que tiene consecuencias. En el marco de las propuestas de Lacan que no eran rígidas, ¿no? Y que Lacan nunca llegó a ritualizar totalmente lo que es la estructura del pase, sino que ella lo destaca bastante en estos textos, sino que fue cambiando la función y eh, los lugares que tenían el AE, el AME, el pasador, el pasante, en relación al jurado del pase, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos en el año 2012. En ese mismo volumen 12 de Bunge, presenta otro artículo que se llama Entre pasante y pasador, en el apartado que comparte con Mark Stross. Ustedes han leído Bunge número 11, ¿no? De una manera incitante, con la hipótesis interesante y abierta al debate de que el acto es del pasante, mientras que la posición de pasador se define más bien por su consentimiento que por su acto, ¿no? Distinguiendo entonces de una manera a debatir interesante entre acto y consentimiento. Y el último texto al que hago referencia es tal vez el más interesante, está en Bunge número 13, se llama Marca de Aventura, Marca de Aventura, donde se pregunta, como ya lo había hecho Lacan, pero desarrollándolo, cómo localizar el deseo de saber que hace al analista. Y introduce una novedad terminológica que me pareció divertida, donde dice que se trata de un deseo de saber horroris causa, en lugar de honoris causa como en la universidad, horroris causa, por causa del horror, motivado por el horror, que se realiza en un momento tíquico, tichic, de la aventura analítica, un deseo que propicia acceder a lo real en al menos dos sentidos. En el sentido de acceder, de tener acceso, de alcanzar, tocar algo de lo real, pero también acceder es consentir, ¿no? Vuelve sobre este término. Es un acceso en acto, ¿no? Esto del encuentro con el deseo de saber, un acceso en acto que da al saber la marca, por ser en acto, de una certeza no enunciable, sino de manera imprevista, por vía de una enunciación singular a la que no hay identificación posible, y por eso, concluye, la transmisión lograda de un pase, lo que lo hace autentificable, siempre sorprende. Me pareció realmente una secuencia de la que enumero nada más que algunos pasajes, muy rica y justamente que voy a retomar en una intervención que ya estaba prevista desde hace tiempo sobre la designación de pasador que vamos a hacer en el Foro Argentino en noviembre y donde la lectura, la relectura de estos textos me pareció sumamente enriquecedora. Así que bueno, yo tengo mucho, a pesar de que, ya digo, no he tenido tanto para compartir con ella en la vida institucional, eh, tengo mucho para agradecer de mis lecturas y mis recuerdos de Carmen Galeano y agradezco entonces también la posibilidad de este homenaje único, como decía Marc, donde tenemos la oportunidad de recordar y actualizar el legado que ella nos ha dejado y las orientaciones, la brújula que ella nos ha dejado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias à toi aussi. Merci beaucoup. On voit déjà l'enfant, femme, la passe. Carmen a couvert l'ensemble des points problématiques actuels toujours de la psychanalyse. Et je pense qu'on va continuer comme ça. Et maintenant, je voulais d'ailleurs, en passant pour
Est-ce que, Maria Teresa, est-ce que vous voulez bien éteindre vos micros, s'il vous plaît, et écouter maintenant Maria Teresa? Maria, tu es là? Tu as ouvert ton micro, Maria Teresa? Oui, je suis là, Ça y est, on t'entend. ouvert. Je Vous t'entends. m'entendez? Oui, moi je t'entends. Pas facile de saisir cette occasion si gentiment offerte par Colette et par le CO France. Et heureuse d'y être et de pouvoir dire quelque chose par rapport à cet ami disparu. Pas facile, ces retours à des moments et des passages qui restent inoubliables et traumatiques. Marc en a rappelé quelque chose. Même dans les temps longs, désormais, qui semblaient les avoir éloignés pour moi. En quoi le choix qui nous a traversés à l'époque de la fracture avec l'AMP s'est-il avéré inévitable? Comment la position guerrière de l'ami disparu y a-t-il à voir? Et non pas pour une sorte de trait de caractère. Les prises de position par rapport à la politique de la psychanalyse traversaient nos cadres institutionnels et leur configuration unienne. Ça concernait les personnages en jeu, ou plutôt le risque, pour l'Italie quand même, d'une transmission sans qu'une école comme désir d'école chaque fois renouvelée y ait la juste place. Celle d'une option irréductible à la volonté de l'autre, à l'autre d'une volonté. Il m'a frappé que les documents rappelés par Colette, celui des 13 de Madrid, signé par Carmen, avec d'autres, touchaient d'ailleurs exactement deux points qui reviennent dans les lectures que nous faisons de la politique qui nous convient en tant qu'école. Hiérarchie et gradus, traitement des divergences, le cartel comme antidote, la discordance logique entre discours analytique et pouvoir, la question de l'exception. Point qui reste à l'ordre du jour d'un travail d'école sur ses propres modalités d'organisation, dans la mesure où ce qui arrive à ce niveau me semble toucher directement l'attractivité d'un lieu comme l'école qui se propose lui-même comme exception, base et refuge contre, en voulant apporter une logique autre que celle qui s'impose aujourd'hui, où la pensée unique est au coin de chaque rue et de chaque groupe, même le plus petit. Aujourd'hui, on suit toujours. Ne pas prendre position est un devoir social, devoir de laïcs comme pour son envers de haine. Il suffit de penser aux catastrophes de l'harcèlement et la cyberintimidation chez les adolescents et pas seulement. Des petits politiques de l'un ou des politiques des petits-uns. Il y a quelque chose d'attentatoire dans l'altérité de l'autre pour le seul fait qu'il se profile au miroir, nous le savons. C'est pour cela que la fracture d'où sont sortis les forums, nous comprenons bien comment Carmen l'a directement liée à la question de l'éthique et juste à celle des mujeres. Son texte mûr qui reprend toute cette problématique avec deux exemples fulgurants de folie féminine comme Camille Rodin et Eleonora Carrington. Cet intérêt femme a pu rester stable pour Carmen, précisément en raison, à mon avis, de l'horizon que la question féminine pose dans et avec le social et le politique, loin d'être un point localisé, marginal de la doctrine freudienne de l'Édipe, et qui reste stable pour un lieu d'école de psychanalyse, pour le réel indomptable que le non-tout rend présent. Dans ces moments de reprise du marquage que Carmen a constitué pour nos réalités de travail,
et non seulement en Espagne, comme on a entendu, j'étais frappée de voir comment la crise de l'AMP a mûri après un moment international important d'avancée, tenu précisément à Barcelone, début années 80, 90, et pointé sur la question de l'au-delà de l'Édipe, dans la conjugation des positions féminines de l'être avec le cœur même de la question analytique, un signifiant radical manque et paradoxalement, au cœur même de la présence de la psychanalyse aujourd'hui, présence qui inquiète encore. Et heureusement, et c'est à nous, analystes, de le faire sortir de cette inquiétude, de faire sortir de cette inquiétude une chance, comme Carmen l'a fait, pour qu'un sujet divisé dans ses liens puisse s'écarter du consommateur de la masse. En cela, je ne peux pas ne pas associer cette perte récente à une plus ancienne et pour certains aspects assimilables pour moi d'une autre guerrière, Annalisa d'Avanzo, elle-même engagée sur ces fronts. Une école qui suit l'enseignement de Lacan ne se construit que sur la passe, c'est-à-dire autour de l'énigme de ces mathèmes, est de grand tabaret, avec lequel, surprise, une femme a une familiarité particulière, comme on peut lire dans le 20e séminaire. Trop de la structure, vide qu'aucun symbolique ne pourra jamais combler. Et à quoi une analyse permet de s'affronter. Avoir travaillé avec Carmen dans un quartier de La Paz il y a plusieurs années, m'a fait saisir la chose de manière concrète. Même dans mon expérience à l'époque d'une prise de position explicite, c'était les 99, cette connexion du politico-éthique avec le féminin a été fortement présente. Comment penser en effet de courir aveuglément vers une école effective douée de passe dans l'idée que le lien entre certains pouvait être concevable comme une condamnation infernale, nom d'une absence de choix imposée par le patron, c'est-à-dire dans la nécessité du symptôme plutôt que dans la ressource d'une contingence, qui est au contraire le thème qui émerge dans une intervention de Carnot, précisément en 93, après la première Barcelone donc. Le titre de cet article, c'est De la femme freudienne à la femme lacanienne, qui pointe la différence des attitudes masculines et féminines sur la question du choix pour une inscription qui, comme nous savons, fait qu'il y a une position qui, dit Carmen, échappe à tout trait qui prétend la définir dans le particulier ou dans le social. Si le non-tout féminin répond à la même logique que celle qui concerne l'analyste, l'école qui accueille ces patous sans faire face à l'impasse en tire les conséquences d'un réveil quotidien à la singularité, à l'invention de l'écriture des modes de nouage. Je termine en reprenant un passage de Leonora Carrington rappelé dans la présentation des Mujeres, selon un renversement que j'entends proche à Carmen. Dit Eleonora, je ne sais pas si j'invente le monde que je peins ou si c'est le monde qui m'invente. C'est probablement cette dernière chose. Merci. Merci à toi, Maria Teresa. Merci aussi d'avoir fait résonner l'ampleur de cet hommage, parce que bien sûr, il est centré sur Carmen, mais il est centré aussi en même temps que Carmen, et peut-être que Carmen les représente tous, surtout ses compagnons d'aventure, de lutte et d'aventure, qui étaient avec nous au départ et qui, depuis, nous ont quittés. Tu as évoqué Annalisa D'Avanzo, tout le monde se souvient d'elle, pour ceux qui l'ont connue, Ricardo Rojas aussi, Guy Clastre, Claude Léger, un certain nombre d'entre nous de l'époque ne sont plus là. Merci d'avoir
donner cette ampleur à la chose. Bon, Luis Fernando Colombie, tu es là? Oui, je suis Luis là. Fernando, ravi de te voir et de t'entendre, même si c'est pour cette occasion, c'est quand même important aussi que nous soyons encore en contact. Alors, à toi, s'il te plaît. Gracias. En primer lugar, quiero agradecerle la invitación a este merecido homenaje. A Carmen Galano la conocí en los albores de los años 80. Fue un encuentro que se mantuvo presente en diversos momentos a través de mi historia en el psicoanálisis. Y estas palabras no son más que un eco a esa importante compañía en un proyecto que nos reunió por más de 30 años. El primer encuentro tuvo lugar en París, en un seminario destinado a los hispanohablantes en el departamento de psicoanálisis. Carmen era una de las responsables y con su presencia facilitaba nuestra participación y comprensión en lo que trabajábamos, pues la mayoría de los participantes apenas balbuceábamos el francés. En su modo de participar, había algo que la caracterizó en su relación a la experiencia analítica: rigor y lucidez. A esto se añadía algo que le era propio, una disponibilidad al debate, a la controversia. Además, era ajena al dogmatismo, actitud esencial cuando se trata de transmitir un saber. Tenía una posición independiente, la cual mostraba que en la enseñanza no temía disentir. De lo anterior, guardo la memoria de nuestras conversaciones sobre las instituciones psicoanalíticas. Recuerdo su firmeza ante los intentos de imponer un pensamiento único. Allí, donde otros se inclinaban, Carmen sostenía una independencia crítica. Quisiera recordar igualmente algo que ilustra su posición frente al saber y las condiciones de la transmisión. Hubo un día en que le recordé que había sido mi profesora. Ella se incomodó. Entendí entonces por su respuesta que no buscaba erigirse en maestra que encarna un saber, un magister dixit. Más bien, lo que intentaba en la enseñanza era estimular un deseo en el otro por la experiencia analítica, incitando a la investigación, a la comprensión de la lógica que rige esta experiencia. Los colombianos podemos atestiguar la importancia de su huella. Su presencia entre nosotros fue un estímulo y un recurso importante en nuestra formación y consolidación institucional. 3 veces nos acompañó, nos visitó. Los mensajes y comentarios que generó su deceso demuestran el reconocimiento producido por su trabajo. Seminarios sobre la feminidad o sobre la relación del deseo con el fantasma o con la angustia. Sus publicaciones son testimonio de un estilo riguroso, humilde, generoso. Recuerdo también algo que en nuestros encuentros no me dejó indiferente, por la manera como fue expresado. Hablábamos sobre la institución, sobre los colegas, la formación del analista. Ella evocó con gran respeto y gratitud algunas personas importantes en su propio recorrido. Esto lo percibí en la manera como, con su presencia, solidaridad y dignidad, los acompañó en momentos cruciales o momentos difíciles de su existencia. En la manera como lo expresó, había algo que llamaría un decir verdadero, es decir, algo que define un estilo. Conservo con nitidez otro encuentro con Carmen, que me devela otro rasgo que aprecio en ella. En una de las invitaciones a Medellín, en el 2014, la invité a una exposición de William Kentridge, un artista que a mí me ha interesado. Este es un importante y polifacético artista contemporáneo sudafricano, desafortunadamente no muy conocido. Me sorprendió el conocimiento que Carmen tenía de su obra. En particular,
de su dimensión política. Era alguien que se interesaba particularmente, entre otras cosas, por la violencia, el racismo, el colonialismo. La muestra que llevaba el nombre de Fortuna, la muestra de Kentridge, me dio otra fortuna, un diálogo inesperado, interesante, enriquecedor sobre los caminos y las vicisitudes del arte contemporáneo con alguien muy interesada e informada en el tema. Imposible olvidar su espíritu festivo. En los encuentros con Carmen, nuestro trabajo académico y clínico estuvo acompañado de gratos momentos de celebración y de fiesta. En ellos, la música de Lola Flores, por ejemplo, y otros clásicos populares españoles se mezclaban con la risa, el vino, la amistad. Allí, lejos de los rituales académicos de las ceremonias, tuvimos gratos momentos de alegría donde se consolidaban nuestra amistad y la relación con nuestros colegas. Hoy estamos confrontados a lo imposible de su muerte, que se manifiesta en que ya no tenemos ni su voz ni su presencia. Pero lo que hemos aprendido de sus elaboraciones, de su estilo, de su relación con la experiencia analítica, se presenta como un legado que debe ser una referencia, una huella para nuestro transitar por el psicoanálisis, tanto para los que la conocimos como para aquellos que no tuvieron la oportunidad de encontrarla en vida. Gracias. Merci Luis Fernando, merci. Eh bien, à mesure que je vous entends, les souvenirs reviennent. Et évidemment, j'ai oublié dans ma liste tout à l'heure Vicente Mira aussi. Et je me souviens aussi d'une conversation du coup avec Carmen. Tout le monde a parlé de ses travaux sur la femme. Je me souviens d'une conversation privée parce qu'elle s'intéressait à la tauromachie aussi, en bon espagnol, et pas nécessairement dans le discours courant, dominant des bons sentiments. Elle aimait la tauromachie. Et elle m'avait dit, ce qui m'avait surpris à l'époque, très assertive, le taureau, c'est la femme. Je vous laisse méditer la chose. Et par ailleurs, un dernier point, j'ai regardé sur le site du Collège clinique de Madrid, la dernière conférence de Carmen qui y figure date de 2020. Elle s'appelle La valeur de la vie et la psychanalyse. Et elle y commande de façon très personnelle une interview de Freud que je ne connaissais pas. Et donc c'est aussi grâce à Carmen que j'ai découvert cette interview de Freud qui date de 1926, qui a été faite par un nommé Georges Sylvester Virec. Je vous envoie son nom par le chat parce que sinon, si ça veut bien partir, voilà. Et c'est donc, Freud a 70 ans, c'est pour les 60 de 1926, et Freud, il parle de son rapport à, à la mort et surtout à la vie. Et les derniers mots de cette conférence de Carmen, donc de 2020, c'est la vie passe, non sans courage. Voilà les derniers mots publiés. Voilà, merci encore à tous ceux qui sont intervenus. Est-ce que l'un ou l'autre veut dire un mot de plus? Jean-Jacques, Maria Teresa, Luis Fernando? Non? Gabriel. Gabriel? Peut-être dans le public, non? Dans le public, Colette a raison. Bon. C'est intimidant. Oui, C'est intimidant. Non, c'est impressionnant. Mais c'est vraiment très original. C'est vraiment, on est loin des rituels là. Il y a quelque chose qui s'est passé autour et avec Carmen qui fait que nous nous retrouvons comme ça aujourd'hui de façon surprenante quand même, inattendue. Bon, il n'est pas tout à fait
On n'est pas tout à fait 16 heures, mais enfin, on n'est pas marié complètement avec l'horaire. Et pour une fois qu'on est en avance, je Il sais y a une main levée, Marc, il y a une main levée je de ne la... Dolores Camos. Ah, bah très bien. Dolores? Sí, muchísimas gracias. Eh, Solo tres cosas Ah, de mi recuerdo de Carmen. Attends. La primera, sus textos. Realmente el que hemos citado, la alteridad femenina, pero tantos otros, su fuerza y su alegría de vivir. Pero la segunda, el segundo recuerdo es la cuestión institucional. Me acuerdo de que en su casa concluimos los estatutos de la Federación F8 con una alegría que celebramos todos. Y tercero, y es más quizá anecdótico, pero importante, es que nos manifestamos en Barcelona por la calle, también estaba Vicente Mira, contra la guerra de Irak, si me acuerdo bien. Por tanto, son tres aspectos de Carmen que me parecen definen su personalidad. Solamente esto quería decir. Y gracias, Carmen. Une combattante, mais qui avait un charme fou aussi, il faut bien le dire, en plus d'être belle. Et, Colette, je crois que c'est toi qui prends le relais maintenant, non? À moins que quelqu'un d'autre veuille encore dire un mot.